La protection de l'enfance. Aujourd'hui, et dans le cadre des témoignages que je réalise sur le thème de l'adoption, j'ai le plaisir d'interviewer Liam Gig. Oui, bonjour Steve. Ravi, enchanté de t'avoir avec moi aujourd'hui. Je t'interviewe parce que tu as été adopté et parce que tu as accepté de partager ton expérience. Merci à toi, parce que c'est pas toujours facile pour tout le monde, pour les personnes concernées, de parler de cette expérience-là, de ce parcours de vie. Et si tu le fais, c'est en particulier parce que c'est un thème très important pour toi, au point que tu t'es investi dans une association, La Voix des Adoptés, au point d'en devenir le vice-président. C'est exact, oui. Donc pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Moi, c'est Liam Gig, j'ai 26 ans. Ça fait depuis une année que je suis investi en tant que bénévole au sein de l'association La Voix des Adoptés. Je suis né au Vietnam, à Hanoï, donc la capitale, à 1 heure de route. Et j'ai été adopté très rapidement, au bout de 5-6 mois. J'ai pu grandir en Alsace, près de Strasbourg. Et après, j'ai fait des études qui m'ont emmené à aller à Clermont-Ferrand, à Nancy ou aujourd'hui à Paris. Et donc là, depuis cette année, je m'investis résolument dans l'adoption pour pouvoir en parler. Et je suis très content d'ailleurs de pouvoir répondre à tes questions. Ça me fait plaisir aussi. Est-ce que tu peux préciser si tu as des frères ou des sœurs, si ce sont des frères et sœurs adoptés éventuellement comme toi ou pas, et quelle est ta situation à toi familiale ? Oui, en effet, j'ai une sœur qui n'est pas du même sang. Donc elle est aussi adoptée, mais pas de la même famille biologique, et qui a 2 ans de plus que moi. Et là, actuellement, je suis célibataire. D'accord. Et ta sœur, elle est originaire du même pays que toi ? Exactement, près de la même zone aussi, donc près de Hanoï. D'accord. Quelque part, devrait être une aide, quelque part, d'avoir une sœur de la même origine. Est-ce que ça t'a aidé ou pas ? Pas plus, pas moins, non. D'accord, sans plus. Non, sans plus. Et oui, je te posais la question parce que j'ai interviewé Amélie, qui a été, je l'ai interviewée parce qu'elle a été adoptée elle aussi, et elle a un frère qui a été adopté lui aussi, et qui elle disait que ça l'a beaucoup aidé parce qu'en fait il n'y a jamais eu de non-dit sur ses origines, parce que quand bien même ses parents n'auraient pas voulu lui en parler, son frère il crachait le morceau quoi. Évidemment ça aidait, donc elle s'est jamais trop posé de questions. Enfin, elle disait que ça l'a beaucoup aidé. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours d'enfant adopté en l'occurrence, à partir de ta naissance, ce que tu connais de tes origines ? Je suis né en 1998, le 5 février, au Vietnam, à Hanoï, donc au nord du pays. J'ai été adopté au bout de 5-6 mois. De ce que je sais, c'est que j'ai été né sous X. Il y a une naissance sous X, donc un abandon de naissance. C'est comme en France, ça se passe aussi comme ça au Vietnam. Et donc tu es adopté quand tu as quel âge ? 5-6 mois. D'accord. Ouais. Et pendant ces 5 premiers mois, il se passe quoi pour toi ? J'étais en orphelinat. D'accord. C'est-à-dire que, de ce que je sais, voilà, j'ai passé mes premiers mois dans des conditions plutôt modestes, Ouais. pourra-t-on dire. Et aujourd'hui, l'orphelinat est détruit, à ce titre. J'étais retourné en 2019 au Vietnam pour faire pendant 2 semaines pour retourner sur mon pays, mon lieu de naissance, et également éventuellement voir si mes parents de naissance y étaient encore. D'accord, mais en l'occurrence, l'orphelinat a été détruit, ce qui t'a empêché de... Enfin, on va en parler après, de toute façon. Est-ce que tu peux me parler de tes parents adoptifs ? Mes parents sont français, donc c'est un couple qui avait adopté ma sœur en 96 et puis moi en 98. Ils étaient cadres et ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, donc ils se sont tournés vers l'adoption. D'accord. Et pourquoi l'adoption à l'international ? Tu sais, ils t'en ont parlé ? Pas spécialement, c'était parce qu'en fait ils avaient connaissance d'amis qui leur en avaient parlé et qui étaient aussi dans ce même projet-là, et donc ça a été du bouche à oreille. Et pourquoi ils ont choisi le Vietnam ? Ils ont choisi le Vietnam ou ça s'est plus ou moins imposé à eux parce qu'on leur en a parlé ? Non, ils l'ont choisi, mais ça s'est aussi fait avec le réseau qui s'était constitué. D'accord. Et comme la plupart des gens qu'ils connaissaient avaient pris le Vietnam, ils y sont allés. Parce que je te pose la question parce qu'il y a quelque chose qui est central pour les personnes qui ont été adoptées, Ouais. c'est la ressemblance ou non avec les parents adoptifs. Ah oui. Donc, est-ce que c'est pour ça un petit peu implicitement que je te posais la question, est-ce que tu ressembles physiquement, est-ce que tu as la même... Pas du tout. Moi, tu le vois bien, j'ai un faciès d'asiatique. Ouais. Mes parents sont français, donc ils sont blancs. D'accord. Ah non, mais dès le début, il y a une différence
D'accord. ethnique, physique. Ce qui a très clairement un impact sur la suite des événements. Oui. Certains enfants peuvent cacher le fait qu'ils ont été adoptés tout petits, et forcément ça va les aider. Hein. J'ai pas le bon mot, mais enfin c'est une sécurité quelque part, pas forcément une sécurité, mais en tout cas c'est une facilité pour eux. Et toi tu n'as pas eu cette possibilité, pas plus que ta sœur d'ailleurs. Ça s'est imposé de toute façon. On le voyait, on le sentait, ça se voit physiquement. Ouais. On se pose pas 10 000 questions. On sait qu'on adoptait dès le plus jeune âge. Et tes parents ils t'adoptent, ils ont quel âge à peu près quand ils La t'adoptent? quarantaine, je crois de mémoire. D'accord. Ouais. Ok. Donc pourquoi ils envisagent l'adoption? Bah tu me l'as dit, hein, ils peuvent pas avoir d'enfants. Hein. Bien souvent, de toute façon, c'est la seule solution qui reste quand on peut pas avoir d'enfants, c'est l'adoption. Et sais-tu comment ça se passe pour eux? Quel est leur parcours eux pour réussir à adopter? Est-ce que c'est compliqué pour eux? Combien de temps ça leur prend, par exemple? J'ai pas demandé en détail, mais ce que je sais, c'est que c'est vraiment un parcours du combattant. Il faut se renseigner, il faut passer des entretiens. Et là, dans le cadre à l'international, il faut se rendre sur place, nouer les contacts en amont. Donc évidemment, il y a la logistique, le transport, et puis même aller sur place, ils ont eu recours à un intermédiaire pour faire la jonction entre les autorités civiles et eux qui étaient français. D'accord. Okay. Donc un parcours du combattant, comme bien des candidats à l'adoption. Exactement, ouais. Qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Ouais. Plusieurs mois sur place et préparé en amont. Alors, pour ce que j'en sais, quand moi je m'intéresse à l'adoption avec ma femme, on est en 2006. Dans le département où on est à l'époque, dans le 77, on nous annonce 5 à 10 ans de délai avant de pouvoir réussir en moyenne à adopter, hein, une première fois. Alors tes parents, ils l'ont fait 2 fois. Donc oui, aujourd'hui, c'est ça les délais. On précise que les règles sont différentes entre le fait d'adopter en France et à l'international dans d'autres pays. Oui, très clairement. Mais les délais sont tout aussi longs un peu partout, pour ce qu'on nous annonce. Hein. Clairement, faut pas se faire d'illusions. À destination, pour ceux qui nous écouteront, hein, des candidats à l'adoption, armez-vous de patience. Hein. Dirais-tu, comme je l'ai déjà entendu de certains autres adoptés, que leur démarche avait quelque chose d'égoïste? Oui, probablement, mais moi, je vais vous dire, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Il faut être égoïste pour avoir un enfant. Parce que sinon, ça ne marche pas si on veut pas avoir... Moi, je le vois pas de manière mauvaise. En revanche, ce qu'on dit souvent dans ce milieu-là, c'est que on donne des parents à un enfant et on donne pas un enfant à des parents. Pour ma part, moi, je trouve que les deux positions se tiennent. Donc, je pense qu'il vaut mieux être égoïste que d'être totalement désintéressé et adopter pour faire plaisir... Et ça s'est déjà produit pour des considérations humanitaires. Non, ça marche pas. Vaut mieux, je pense, être égoïste. C'est normal pour moi. Ouais. Bah, disons que c'est un projet de toute façon personnel, mais comme le fait d'avoir des enfants naturellement, c'est avant tout un projet personnel. De toute façon, l'enfant n'est pas là pour en parler et donner son avis. Donc, quelque part, évidemment, c'est un projet personnel. Après, c'est différencié du fait qu'il soit bien construit et qu'il se fasse dans l'intérêt de l'enfant aussi. Exactement, ouais. Si on reprend les termes, on parle souvent d'intérêt supérieur de l'enfant. Donc si on respecte ça, je pense que le deal est bon, mais faut pas être naïf, faut aussi satisfaire les parents adoptifs et donc pour moi c'est une bonne chose, ouais, qu'il fasse pas d'égoïsme. Ok. C'est intéressant la question. Bah, sur l'égoïsme, elle est souvent centrale parce que moi c'est un truc qui m'agaçait. On fait un aparté, mais on le gardera peut-être. Je le garderai peut-être au montage, tu le diras, parce que moi il y a un truc qui m'agaçait quand j'étais candidat à l'adoption, mais même ensuite, on voit dans les médias régulièrement des histoires d'adoption, en particulier par des célébrités, où clairement, bah on a la sensation que de temps en temps, ça n'a pas été réfléchi plus que ça, que probablement ils ont eu des passe-droits, et que est-ce que ça se fait dans l'intérêt encore une fois des enfants? C'était pas de la jalousie de ma part de voir qu'il y en a pour qui c'était plus rapide, parce que quelque part, je me dis toujours, il y a des gens qui ont plus donné à la France que d'autres, des gens qui ont apporté une aura, etc. Donc quelque part, ils soient servis avant les autres me choque pas plus que ça. Je peux comprendre que ce soit différent et que mon point de vue soit pas le même que tout le monde. Mais par contre, ce qui me dérangeait, c'est que, d'accord, s'ils font ça, en tenant compte de l'intérêt de l'enfant. Et je suis pas persuadé que ça a été toujours le cas. Quand je vois des célébrités qui adoptent à 60 ans,
Rien que le fait d'adopter à 60 ans, il est où l'intérêt de l'enfant? Bah, j'ai du mal à le voir. Très clairement, j'ai du mal à le voir. Donc, Non, tu soulèves une vraie question. C'est pourquoi, sous prétexte que ce seraient des stars, donc ils auraient de la notoriété et plus d'argent, pourquoi passeraient-ils de fait avant les autres? Il y a des vraies questions qui se sont soulevées là. Ouais. Ça, encore une fois, je peux le comprendre s'ils font les choses bien. Oui. S'ils font les choses bien. Parce que, mais effectivement, d'autres questions se posent. Des stars, c'est souvent des gens très occupés. Ils vont avoir le temps de s'occuper d'un enfant. C'est vrai, ce que tu dis, ouais, c'est vrai. Je me pose la question, moi. Parce que c'est particulier. Voilà. C'est particulier et c'est pas pour rien qu'on parle d'enfants à besoin spécifique. Et je pense qu'on en reparlera via tes autres questions. Oui. Ouais, il y a des vraies problématiques. Je pense de n'importe quelle origine, que ce soit français ou d'un autre continent. Oui, il y a des questions qui se poseront. On va l'aborder effectivement. Après, on va continuer. On va finir ton parcours. Mais effectivement, on peut le dire tout de suite. Adopter un enfant, c'est pas avoir un enfant. C'est pas la même chose. Ce n'est pas un acte anodin. Ouais. Très clairement, il faut le dire. Ce n'est pas la même chose. Exactement. Et ça, moi-même, je l'avoue très honnêtement, quand je démarre mon parcours de candidat à l'adoption, bah j'en ai pas assez pris la mesure, il faut le dire. Je dirais que c'est presque naturel, c'est normal. Mais c'est bien ce que tu fais, cette démarche d'aller voir à la fois les parents et les candidats et les personnes adoptées. Ça te permet d'avoir un point de vue global en fait sur les choses qui se passent bien, les choses sur lesquelles il faut être prémuni. Et je pense justement ce travail de sensibilisation, ça permet que ça se passe très bien par la suite. Merci pour ce vote de confiance. Alors après, la question que je voulais te poser, c'est à quel âge apprends-tu ou réalises-tu que tu as été adopté? Parce que c'est une question qui parfois se pose. Oh, très rapidement. Franchement, je pourrais plus te situer, mais très jeune. De toute façon, ça se voit avec la différence de physique, mais je l'ai su directement. J'ai jamais eu de problème de questionnement. Alors je sais que malheureusement dans d'autres familles, ça peut se passer qu'il y ait un secret comme ça qui soit installé. Et il y a des gens qui peuvent l'apprendre très tard, 30 ans passés, qu'en fait ils sont adoptés. Ça c'est terrible. Tu es adopté donc par des Alsaciens dans une petite ville quand tu as 5-6 mois. Et ils n'ont pas accès aux informations, mis à part le fait que tu es né sous X. Ça peut être compliqué après quand on se construit. Mais la question que je me pose, on sait qu'à l'international, et j'ai eu des témoignages dans ce sens-là, notamment pour l'adoption au Sri Lanka, l'adoption, ça peut faire l'objet de trafic. Est-ce qu'ils se sont posé la question à un moment, est-ce qu'ils ont eu la sensation que ça pouvait être le cas de l'adoption qu'ils ont faite, ou d'une des deux adoptions qu'ils ont faites avec toi ou ta sœur? Alors je t'avoue que je sais même pas vraiment, moi, si je suis issu d'un trafic ou pas. C'est pas vraiment des questions avec lesquelles j'ai discuté avec eux. Mais ce que tu dis là, oui, ça a été établi qu'il y a eu des trafics dans des pays asiatiques ou au Maghreb. Enfin oui, ça existe. Ok. Alors comment se passe ton enfance? Est-ce que tu as une enfance heureuse? Ouais, j'ai une enfance heureuse, ouais. Jusqu'en primaire, ouais. D'accord. Alors pourquoi jusqu'en primaire? Après, je suis allé au collège, j'ai eu des problèmes de harcèlement et de racisme, notamment. Le racisme avait déjà commencé en primaire, mais je le supportais bien. Enfin, j'ai un très bon souvenir de mon enfance. Mais c'est plutôt au collège, adolescence où ça a été compliqué. D'accord. Du racisme ou de la xénophobie? Enfin, juste le fait que tu sois différent, c'est des gens qui avaient du mal avec ça. Oh, on peut dire du racisme. Ouais. Clairement, sur l'adoption internationale, c'est une question qui revient. Ouais. Ouais. La question du racisme. Ah oui, non, mais j'aurais été africain ou maghrébin, ça aurait très bien pu sortir. Alors en fait, la question que je me pose toujours moi, mais je suis peut-être candide par rapport à ça, c'est que j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait plus de racisme envers les peaux noires, pour faire simple ou basané, que vers les asiatiques. Ouais. Je me fais des idées ou? Bon, moi, je vais pas te hiérarchiser lesquels sont les plus visés, mais moi, je peux dire que ça existait chez moi. Ouais. Et par rapport à d'autres collègues que j'ai pu rencontrer, je pense que quelles que soient tes origines, tu pourras forcément être exposé, notamment pendant l'enfance et l'adolescence. Oui. Après, ça va, aujourd'hui. Oui. Oui, non, il y a plus rien, mais c'est surtout l'âge où on est un peu plus bête, où ça se passe.
Ah bah les enfants, Et ils sont le sans problème, filtre, c'est que ils disent des moi, bêtises. Ouais. t'es pas formé, en fait, t'es pas du tout prêt à encaisser ça, donc D'accord. ouais. Donc t'as un début d'adolescence un peu compliqué, quoi, du fait Exactement. de ce racisme. Oui, et du harcèlement scolaire, ouais. Ah, du harcèlement scolaire aussi. Ouais, les deux, ouais. D'accord. Ouais. Pour les mêmes raisons, selon toi, ou ça n'avait rien à voir? Pas forcément les mêmes raisons, mais en fait, le racisme, c'était peut-être à la fois dans la classe, mais aussi en dehors. Donc, D'accord. et là, j'avais du mal à me positionner par rapport à ça. Enfin, j'étais pas du tout préparé. Mais le harcèlement scolaire, pour toi, avait-il un rapport avec le fait que tu sois adopté? Non, je pense pas, non. D'accord. Non, parce que je le criais pas forcément sur tous les toits. D'accord. Donc, Ok. C'est une question qui se pose, ça. Alors, t'avais beaucoup de petits copains qui venaient à la maison? enfance ou adolescence? Oui, Ouais. j'avais quand même du lien social. Oui, j'étais pas isolé. D'accord, ok. Oui, j'en avais pendant l'enfance, oui, beaucoup. Et après, je suis allé en ville pour faire mes études. Donc c'était plus délicat, mais en soi, j'avais quand même du lien social. En fait, je te pose la l'adolescence. question parce que si tu me dis que tu le criais pas sur les toits, mais en même temps, si t'as des copains qui venaient à la maison, Ouais, ils le mes voyaient, quoi. Mes copains proches, oui, bien sûr, mes D'accord. amis, mais à la cour de récréation, non, Ouais. je le disais pas. D'accord. Ok. Encore que c'est des informations qui peuvent circuler vite, hein, j'ai envie de dire. Ouais, je pense surtout que- entre enfants, quoi. Faudrait que je me remémore, mais c'est pas un sujet que tu mets sur la table comme ça. Bon, a priori, avec tes deux parents adoptifs, ça se passe bien. Comme tu me Oui. dis, t'as une enfance heureuse, ils t'ont toujours aimé. Oui. Pas de souci. Est-ce que t'as senti que dans ta famille élargie, des oncles, des tantes ou des voisins, enfin, dans ton environnement immédiat, est-ce que senti des gens pour qui c'était plus compliqué le fait que tu sois pas du sang Non. de tes Non. parents? Non? T'as jamais Non, senti jamais. ça? D'accord, ok. Coup de bol. Oui, c'est Certaines vrai que ça peut personnes exister encore oui, une ça fois. peut exister, Ouais, bien très sûr. clairement, ouais. Des gens qui ont du mal avec le fait qu'on soit pas du sang. Et peu importe d'ailleurs que ça se voit physiquement ou pas. Ouais, ça dépend des cultures, ouais. Moi, je le ressens aujourd'hui. Avec des gens, je vois, qui ont du mal ouais. avec le fait qu'elle soit pas du lien du sang. Et pourtant, elle a du bol. Elle aura plus de facilité à cacher physiquement qu'elle est adoptée, quoi. Donc c'est bien ça. Ça aide aussi quelque part. Un certain nombre d'autres personnes que j'ai interviewées me disaient que c'est arrivé. Ça leur a pas forcément pourri la vie, mais c'est jamais agréable à constater. Hein, Ah non, clairement. non, parce que les critiques, les remarques peuvent être terribles. Ouais. Oui, c'est. Ah bah il y a des gens qui ont pas de filtre. Ouais. Et pas de filtre quand on est enfant, quand on a grandi, on se fait une raison. Pas de filtre de la part de gens qui sont adultes, c'est quand même Ouais, plus c'est dur à différent. encaisser, quoi. Ouais. Franchement, Surtout ça- dans la propre famille, ouais. Et donc, ça se passe globalement bien. Un thème évidemment central, très important pour les enfants qui sont adoptés, c'est la recherche des origines. Exactement. Alors, comment se passe, toi, ta recherche des origines? À partir de quand tu as envie de faire cette démarche de rechercher tes origines? Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ah, ça fait vraiment que depuis une année que je suis à fond dedans. Ouais. J'avais fait un voyage de 2 semaines en 2019, mais c'est insuffisant. Ça permet juste de voir très rapidement une partie du pays. Donc pour moi, la recherche des origines, ça a deux aspects. C'est à la fois retourner sur son pays de naissance, donc connaître la culture, les lieux, la géographie, parce que oui, c'est un truc en fait qu'on n'a pas. Donc c'est essentiel aussi de se réapproprier cette double culture. Et d'autre part, c'est mieux connaître sa filiation biologique. Ça peut être directement les ascendants directs, les parents, la mère et le père, mais également les frères et sœurs ou les cousins et cousines. Et dans le cas du Vietnam notamment, ce sont des familles très grandes. Donc il y a toujours cette question-là de qui je suis, d'où je viens, qui sont mes ancêtres. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Et je sais qu'il y a des adoptés qui n'ont pas spécialement cette envie de rechercher des origines. Pour ma part, moi, je trouve que ça permet de se compléter et de mieux se positionner, en fait, d'être plus en paix avec qui on est. En tout cas, c'est important pour toi. Ah, clairement. Donc, tu disais bien deux choses, et je vais rebondir, tu vas comprendre pourquoi. La recherche essayer de renouer avec sa culture, quoi, quelque part, ses origines, mais au sens large, et puis ensuite avec son éventuelle famille biologique. Et je crois, mais tu vas me le dire, là, c'est la première fois que j'aborde cette discussion-là, ce thème-là, mais je crois que je peux comprendre un petit peu ça, la recherche des origines au sens large, c'est-à-dire le renouer avec sa culture ou l'endroit où on a vécu, parce que parfois c'est juste lié à se dire où est-ce que c'était. C'est que moi j'ai des parents qui étaient militaires, mon père était militaire, donc on a toujours déménagé. J'ai aucun ami d'enfance et on n'a jamais habité au même endroit. Et ça, quelque part, être nostalgique de repasser dans les endroits où j'ai vécu, parce qu'il y a eu les endroits, plusieurs, on déménageait tous les 2 ans en moyenne, c'est quelque chose qui parfois me manque un peu. Comme je disais, j'ai pas d'amis d'enfance, moi. Et j'ai pas un endroit où je peux dire, c'est là que j'ai grandi. Coup de bol, mes parents ont acheté quand j'ai 9
9 ans, 8 ans, mes parents achètent une maison de campagne qu'on a gardée toute mon enfance et même plus tard, jeune adulte. Et ça, j'y retourne comme si c'était chez moi, en fait, alors que j'y ai jamais vécu. C'était juste une maison de campagne et on y allait pendant les vacances, quoi. Est-ce qu'à ton avis, ça ressemble à ça, cette envie de retrouver le pays où on a vécu, l'endroit où on a vécu, au-delà même du pays? Oui, je dirais que ce que tu dis là, ça évoque l'idée d'enracinement. C'est comme important de savoir qu'on a des racines. Je dis ça d'autant plus avec aisance parce que les Françaises et les Français sont majoritairement attachés à leurs origines. Ça, c'est des études qui le démontrent. Ouais. Donc, en fait, on peut très bien comprendre qu'une personne adoptée qui vient de l'autre bout du monde ait envie, ne serait-ce de connaître un tout petit peu. Je dis pas qu'elle va prendre l'autre nationalité. C'est pas possible. Je veux dire, mon enracinement, il est français. Mais néanmoins, c'est quand même bête de se dire, sur toute une vie, je vais pas retourner voir les lieux, en fait, qui auraient pu me forger. Parce que c'est aussi ça, ça fait l'objet de beaucoup d'interrogations, d'imagination de notre part, de savoir mais qu'est-ce qu'aurait été ma vie si j'étais resté là-bas. Ouais. Même si j'avais été adopté par un couple vietnamien ou de mon pays d'origine, ma vie aurait pu être très différente. Donc je pense que c'est ça en fait, et ce manque-là, il existe réellement. Ouais. Et alors la sensation que ça me donne à chaque fois que je vous entends, c'est cette impression, est-ce que toi ça va être ton cas, je ne sais pas, mais cette impression finalement, pendant une partie de sa vie, tant qu'on n'a pas résolu un petit peu cette recherche, d'avoir le cul entre deux chaises en fait, d'avoir le cul entre deux pays en fait, et de l'un qu'on n'a pas choisi, et de l'autre où potentiellement on se dit qu'est-ce que ça aurait donné si j'y étais resté, ou parfois peut-être avoir des regrets de pas être resté dans son pays, mais en même temps de n'en connaître rien, enfin finalement ou pas grand-chose. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Alors, je dirais que moi au début c'était pas le cas. Je me sentais pleinement français. Ouais. Et puis avec l'âge, en effet, je dis pas que ça m'a posé un problème. Moi, je le vois comme une richesse justement de pouvoir élargir avec une double culture. Mais je sais qu'il y en a, oui, que ça tiraille de l'intérieur parce que quand je t'évoquais le racisme par exemple. Bah, si t'as un adopté qui se sent français, mais qu'on lui renvoie sans cesse ses origines, il peut se sentir tiraillé. Il peut se sentir n'appartenir à aucune... Et ça, on peut entendre ce genre de discours, de ne sentir ni français, ni de son pays d'origine. Ouais. D'accord. Donc c'est le cul entre deux chaises, c'est une bonne expression. D'accord. Mais ça n'a pas été ton cas, toi. Tu t'es toujours senti pleinement français, même si effectivement les remarques et le racisme, en l'occurrence, peuvent de temps en temps agacer, enfin, voire plus qu'agacer, hein, et je m'imagine qu'il peut y avoir de la colère, évidemment. Mais ça n'a pas été ton cas, toi. Après, plus tard, à la recherche des origines, c'est venu un petit peu plus. C'est venu vraiment, depuis mes 25 ans, vraiment, c'est une démarche personnelle parce que je sentais que si je ne le faisais pas, j'allais le regretter. D'accord. Donc c'est aussi une vraie aventure, hein, au demeurant, de faire ça, ouais. Donc tu y vas pour la première fois à 19 ans, mais 2 semaines. Et là, t'as pas vraiment le temps, ce que tu viens de dire, c'est que t'as pas vraiment le temps de... en tout cas d'avoir toutes les réponses que tu aurais voulu avoir, ou en tout cas d'avoir ce ressenti. Ouais, et 2 donc, semaines, c'est trop court. Hein. Ouais. Et donc, tu y retournes quand? Est-ce que tu y retournes? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais bien sûr que je compte le refaire un jour. D'accord. Et pas que visiter le nord, parce que le Vietnam est divisé en 3 parties, le nord, le centre et le sud, donc il y a toujours de la matière à faire. D'accord. Et là, l'objectif, ce serait quoi? Ce serait renouer avec ce qui aurait pu être ta culture? D'une part, ouais, c'est ça. Donc, premier volet de la recherche des origines, c'est mieux connaître la culture de mon pays d'origine. Et d'autre part, peut-être pousser plus au niveau de ma propre recherche sur ma filiation et tenter le tout pour le tout. D'accord. Essayer d'avoir plus de réponses que tu n'en as obtenu lors du premier voyage. Exactement, parce que la première fois, j'ai pas spécialement cherché davantage. T'es quand même allé sur le lieu où était comment dire, l'orphelinat où tu as vécu, où tu as vécu quelques mois. Et là, comme tu le disais, l'orphelinat, il avait été détruit, c'est ça? Alors, ce qui s'est passé, en plus, c'est une bonne anecdote, c'est que quand j'étais allé avec 2 personnes qui m'avaient accompagné, il m'avait présenté une dame qui, paraît-il, m'aurait pris dans ses bras les premiers mois, il se serait occupé de moi. Tu vois, je l'ai su, j'y étais 20 ans plus tard. Mais la question qu'on peut toujours se poser, c'est est-ce que c'est réel? Est-ce que cette personne-là me dit la vérité? On sait pas. Ouais. Donc il y a beaucoup de non-dits, de points d'interrogation par manque d'archives, parce que à l'époque c'était pas aussi systématisé qu'aujourd'hui, les naissances. Oui, puis en plus il y a un contexte historique. Alors faudrait que je regarde.
faudrait que je me renseigne de nouveau, mais enfin, le Vietnam, c'était une ex-colonie française. Oui, bien sûr, l'Indochine. Ouais. L'Indochine, t'es adopté en 98, c'est ça? Oui. Oui, bon, on est après mais oui. On est après, mais enfin. On a vécu un XXe siècle au Vietnam qui était particulièrement touché par les guerres. Ouais, assez touché par les guerres, ouais. Donc clairement. L'Indochine française, la guerre des États-Unis, le Cambodge, même la Chine. Ouais. Ouais, bah miraculeusement, c'est un pays qui a su tenir. Ouais. Ouais. Mais au-delà de ça, ce qu'on peut imaginer, c'est que même si c'était 15 ans après ou 20 ans après, j'ai plus la date de Dien Bien Phu par exemple, je crois que c'est 54. 1954. D'accord. On est quand même longtemps après. Mais enfin, il y a eu la guerre du Vietnam après, les Américains sont venus. Enfin bon, est-ce qu'à ce moment-là, c'est une question que je me pose, j'ai pas la réponse, mais est-ce qu'à ce moment-là, le pays, au moment où tu nais, est pas encore un petit peu en train de se remettre de toutes ses blessures? Alors je pense, oui, il y a forcément un traumatisme, comme nous on a connu en Europe. Bien sûr que la guerre a un impact. Mais je veux dire physiquement, je veux dire, est-ce que les infrastructures sont reconstruites comme elles ont été auraient pu l'être, reconstruites, voilà. Mais le fait est, moi, en 98, il y avait encore des questions de déminage, Ouais. ou, des conséquences du, j'ai plus le nom, mais du napalm par exemple que les Américains ont utilisé au Vietnam. Oui, des largages de napalm, Ouais, d'anciennes montres qui avaient pas pété, en fait, c'est ça? L'orange, je sais plus comment ça s'appelle, le produit orange. Ah oui, c'est le gaz, ouais. Ouais, le gaz de déforestation. Exactement, je sais pas, ouais. Donc oui, ça a des conséquences, directes en fait, et sur l'adoption, une des questions qui peut se poser à nous, c'est celle de savoir nos antécédents médicaux. Parce que, a priori, les gens le savent, mais nous, on peut pas le savoir. Et quand tu prends une approche historique comme celle du Vietnam, par exemple, qui a été touchée par la guerre, peut-être que moi, dans ma lignée, il y a eu des personnes qui ont été touchées. Ouais. Et je ne pourrais pas le savoir. Ça devient un peu problématique en matière de santé. Alors, en matière de santé, tous les adoptés peuvent être touchés, parce qu'effectivement, si on se retrouve dans une situation où il faudrait une transplantation ou je sais pas quoi, on n'a pas ses parents, alors, on n'a pas sa famille, alors que là, ça aurait pu aider. Donc clairement, oui, ça c'est pas un avantage aussi. On croise les doigts pour espérer que ça arrive jamais. J'imagine que dans la pratique, c'est une probabilité qui est relativement faible pour tout l'ensemble de la population, mais néanmoins, on le vit pas comme un avantage, quoi, évidemment. Oui, c'est clair que ça serait mieux si on savait nos antécédents pour les années à venir. C'est vraiment problématique. Mais là, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai soulevé, c'est des circonstances exogènes à nous. En revanche, il y a des choses, une adoption. En fait, c'est pas l'adoption qui est un traumatisme, c'est la séparation de naissance. Et ça fait, c'est l'abandon. Parce que c'est pas naturel du tout. Une séparation entre le nourrisson et sa mère biologique constitue un traumatisme et qui peut se manifester de diverses manières. Ouais. Et ça, c'est endogène à nous. Très clairement, ouais. Et après, chacun aura une façon différente de réagir à ça. Il y en a qui vont se dire basta, c'est comme ça, je me tourne vers l'avenir. Il y en a d'autres qui auront beaucoup de mal à faire ça. Ce que tu m'as expliqué quand on a préparé l'interview, c'est que ces questions sur l'adoption, mis à part ton voyage en 2019, tu te les poses pas tant que ça, et puis tu m'expliquais que t'as pas rencontré d'autres adoptés finalement avant 2023, c'est-à-dire avant l'année dernière. T'as pas fait les choses à moitié, alors autant tu t'es pas posé de questions avant, autant là tu mets les pieds dans le plat, j'ai envie de dire. On l'a dit au début de l'interview, tu t'investis carrément dans une association, donc la Voix des adoptés. Mais alors pourquoi d'un seul coup t'investis le sujet aussi de façon aussi importante alors qu'avant tu te posais pas les questions? Je pense qu'il y a quelque chose d'assez logique dans mon parcours, c'est qu'à l'époque, en 2019, j'étais au début de mes études de droit. Et je les ai terminées. Donc forcément, quand tu avances dans tes études et que tu approfondis, des questions de ce type peuvent se poser. Enfin, c'est une vraie question juridique, d'ordre international. Et d'autre part, c'est aussi que j'avais du temps pour le faire. Et crois-moi que j'aurais finalement, avec du recul, voulu le faire beaucoup plus tôt. Ouais. Donc ça s'est posé là, j'y suis allé direct. Je suis quelqu'un comme ça. J'essaye de rencontrer des gens, d'écouter aussi leur vécu. Et c'est là où tu te rends compte qu'il y a des problématiques communes qui reviennent. Ouais, très clairement. Et alors, une question qu'on a toujours envie de poser, surtout que tu es relativement jeune encore, est-ce que tu te sens aujourd'hui fragilisé par ton histoire? En partie oui, et c'est aussi elle qui m'a donné beaucoup de force. Donc c'est paradoxal. C'est un mix des deux en fait. Ouais. Et moi, dans ma démarche personnelle, c'est en savoir le plus sur ma propre situation d'une part,
et également parce que c'est un sujet intellectuel pour moi aussi, de creuser le sujet. Et j'apprends beaucoup de choses en fait, même au niveau institutionnel, sur l'histoire de nos pays, il y a beaucoup de choses à creuser. Franchement, il y a beaucoup d'angles. C'est-à-dire qu'au-delà de ton histoire personnelle, c'est un thème qui t'intéresse, quoi. Ah, clairement, oui, D'accord. parce qu'il me concerne et que je sais que je peux apporter mon utilité en discutant calmement, aisément avec les gens. Ça leur ferait plaisir d'avoir un retour direct en fait d'une personne qui a pu l'expérimenter. Pour moi, c'est important. C'est aussi un D'accord. devoir de mémoire en fait. D'accord, ouais. Ok. Et alors évidemment, quand on dit qu'on se sent un peu fragilisé, donc toi c'est moite-moite, j'ai envie de dire, ton histoire te laisse un peu fragilisé évidemment parce qu'il y a des réponses que tu n'as pas alors que d'autres les ont, hein, sur les origines, mais aussi comme tu le disais, tu as l'avantage d'une double culture. Ouais. Bon. Et alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu pourrais te réconcilier avec ça, parce que d'autres personnes que j'ai interviewées, j'en parlais avec toi en off avant qu'on commence à filmer, ont trouvé un apaisement dans le fait d'avoir une filiation. Donc aujourd'hui, toi, tu n'es pas papa encore, tu n'es pas père. Est-ce que tu penses que ça pourrait changer quelque chose pour toi? Et pourquoi? Ah, clairement, on se sent plus à l'aise, je pense, avec sa propre personne, son identité, double identité culturelle d'ailleurs. Je pense que ça serait pour moi, en tout cas, je le vivrais comme ça. Je l'aurais vécu comme un déni d'oublier, d'esquisser totalement ma culture d'origine. Tu sais, ça peut passer par des choses très simples, hein, par l'alimentation, la gastronomie, rencontrer d'autres personnes du même pays d'origine. Oui, mais ce que retourner je sur te place. disais, c'est que est-ce que tu penses que le fait d'être un jour père pourrait apaiser Ah, ça, ces je sais questionnements? pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu y as pas pensé aujourd'hui? Non, je pourrais pas te répondre là. D'accord. J'ai aucune idée. Ah, ok. Parce que ce que me disaient d'autres personnes que j'ai interviewées, c'est que le fait d'avoir d'un seul coup quelqu'un qui leur ressemble Ouais. avait changé beaucoup de choses pour elles. D'un seul coup, elles avaient l'impression de plus être toutes seules en fait. Sur cette question, je l'ai pas vécu encore et j'y ai pas pensé, donc. Rappelle-moi dans Non, j'en quelques sais rien. années et dis-moi. Ouais, c'est ça, exactement. Tu viens de l'expliquer un petit peu, la raison pour laquelle tu t'investis dans cette association. Elle est liée à ton parcours, mais des fois je me demande s'il y avait pas d'autres raisons en fait. Comme tu l'as dit, tu veux devenir journaliste. Ouais. J'ai envie de dire, pour un journaliste, c'est un sujet de choix. Donc, est-ce que c'est pas aussi un intérêt qui n'est pas lié, ou pas que lié à ton histoire, à ton statut d'enfant, Ah oui, d'enfant adopté? c'est les deux. Ouais. De toute façon, c'est un sujet qui me concerne depuis tout le temps, et le pouvoir l'approfondir, parce que tu l'avais évoqué, il y a malheureusement eu des trafics, et peut-être qu'il y en a encore, on espère qu'il y en a plus, mais ça, ce sont des vrais sujets, en fait, qui devraient questionner la société par rapport à des opérateurs passés qui ont été défaillants. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité et j'estime que ça doit pas juste rester dans le cercle de l'adoption. C'est aussi une question, si tu veux, à la fois de reconnaissance pour les parents adoptifs, au sens où s'il y a des faits qui sont établis clairement, eux, ils sont totalement dans une démarche légitime pour adopter, pas qui est d'entourloupe. Et de l'autre côté, oui, il y a eu des personnes adoptées qui ont été blessées, qui résultent directement de trafic ou de dérive. Et comment on fait en fait concrètement, comment on peut réparer ce genre de situation? Ouais. Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose dans ton expérience qui pourrait servir à ceux qui regarderont ton témoignage, à d'éventuels enfants adoptés ou à des candidats à l'adoption? Je remercie les candidats et les parents qui s'investissent, qui s'intéressent au sujet, qui vont rencontrer des gens, qui vont lire de la documentation et prendre des contacts, parce que j'estime qu'une adoption a plus de chances de bien se passer quand les candidats sont rodés, sans ni édulcorer la réalité, mais ni bref, poser les choses à plat. Et quant aux personnes adoptées, quand même, ce sont des histoires hors normes. Chacun vivra son histoire comme il le veut, mais leur dire que la porte est ouverte pour en discuter. Il y a des associations, et par exemple, il y a la Voix des adoptés, mais il y en a d'autres en France et à l'international, et que c'est important pour eux peut-être de faire ce travail-là sur eux-mêmes. Tu vois, c'est pas que la filiation, ça peut être aussi la culture d'origine. Eh bien, écoute, Liam, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et merci à toi. Et puis, on se reverra peut-être, on sera peut-être amené à se revoir. Au plaisir.
la maladie, 6 ans d'adoption, puis 10 années de famille d'accueil, et au bout, le miracle. Comment ? C'est ce que je vous raconte dans ce livre. Au-delà de cette histoire touchante, je dis ce que j'ai appris de la protection de l'enfance. Est-elle aussi efficace qu'elle le pourrait ? Je ne le pense pas. Mais quand le sujet est abordé par les médias, il y a souvent incompréhension. Si vous voulez avoir le point de vue de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur et qui veut que ça s'améliore, je vous conseille « Comment j'ai rencontré ma fille ».